www.maurice-info.mu. Patrick Selvon, bonjour. Bonjour. Merci d'être l'invité de cette semaine de l'Écho du mercredi. Je vous en prie. Vous êtes Business Development Manager de Spice Finance Limited. C'est un peu le nouveau bébé d'Axis. Exactement. On a fait un rebranding depuis le 2 août, qui a été un succès, une réussite sur toute la ligne. Le nom a été bien accepté, le response est très good. Donc nous sommes bien contents. Tout s'est bien passé. Avant de rentrer un peu dans les épices, et on va rentrer un peu dans le sel. Comment ça a commencé? Un petit historique sur Axis pour que les personnes puissent comprendre un peu quel est le cheminement vers Spice. Axis Leasing a démarré ses activités il y a 13 ans de cela. Donc avant même Axis Leasing, on s'appelait Capital Leasing Limited. Et puis on a fait un changement de nom en 2009. Et puis là, tout récemment, comme vous savez, on a fait un rebranding pour changer un peu l'image. Et aussi, Spice est un nom très jeune et dynamique, et notre couleur rouge parce que nous avons une clientèle très très jeune. Nous avons aussi, nos employés aussi sont très jeunes et dynamiques, donc pour donner un nouveau souffle sur le marché aussi, donc c'est un peu le but de ce rebranding. Est-ce que le rebranding, c'est dans l'ADN de votre groupe? Parce que là, vous avez changé Capital Leasing, vous venez Axis, Axis maintenant vous venez Spice. Non, ça fait un moment déjà au niveau de, je dirais un an déjà au niveau de Axis Leasing, où on a commencé à travailler sur ce rebranding. OK? Donc, pour des raisons comme je vous ai dit plus tôt, on a travaillé dessus, on a testé le marché, et voilà, on est venu avec un nouveau nom pour donner encore plus de dynamisme. C'était quoi? C'était un constat que ça marchait moins bien? Non, pas du tout. C'est une décision qui a été prise au niveau du groupe. Et quand on rebrand, on change d'image, on change de couleur. Ça veut beaucoup dire, c'est qu'il y a des personnes qui ne vont pas se reconnaître, vont se dire, ben, c'est pas ça, c'est qui? J'ai l'habitude de venir sur Axis Leasing. Il y a une question d'image qui se pose. Exactement. Donc, nous, pour rassurer le public, c'est que derrière, tout est resté intact. Donc, on est toujours dans le groupe, dans Axis Group, à 100% Axis Group. Il n'y a rien qui a changé au niveau de l'actionnariat. L'équipe est restée la même. Donc, les personnes qui viennent vont voir toujours les mêmes têtes chez nous. Donc, le personnel est toujours là. Il n'y a que le nom qui a changé. Et comme je vous dis, pour donner une image plus jeune, plus dynamique, mais derrière, tout est resté intact. Pourquoi vous voulez donner une image dynamique et jeune? Écoutez, la clientèle aujourd'hui, nous avons de plus en plus une clientèle très jeune. OK? Donc, ce rebranding vient quelque part, comment je vais vous dire ça? Pas nous réveiller, mais montrer que nous sommes toujours présents sur le marché. OK? Et nous sommes toujours présents sur le marché, nous sommes toujours dynamiques, et c'est une décision, comme je vous dis, qui a été prise plus haut au niveau du groupe. Pourquoi cibler les jeunes? Pardon? Pourquoi cibler les jeunes? Parce que c'est l'avenir, on dit les jeunes c'est l'avenir. Oui, écoutez, aujourd'hui ce sont les jeunes qui sont de plus en plus attirés vers ce type de financement. OK? C'est un type de financement rapide, un financement responsable aussi. Et il n'y a pas que les jeunes, il y a aussi les jeunes en tant que personnes, mais il y a aussi les jeunes entreprises, les jeunes qui veulent démarrer une entreprise, etc. Nous sommes là pour les accompagner, et nous finançons aussi, nous pratiquons aussi un financement responsable. Donc, ce n'est pas juste approuver 500 ou 600 000 roupies, mais aussi de conseiller. C'est quoi un financement responsable? Donc, tout se fait au niveau de l'analyse du dossier. Tout se fait au niveau de l'analyse du dossier, et on regarde est-ce que la personne est éligible ou non, premièrement pour un montant quelconque, mais aussi pour voir plus loin
par rapport à son cash flow. Est-ce que, par exemple, je vous dis, une personne qui veut acheter une voiture neuve aujourd'hui, quand on regarde son dossier, on peut voir, je vous conseillerais de démarrer une voiture de seconde main. Et avec le temps, vous allez voir si vous voulez prendre une voiture neuve, parce que, allons rester dans l'exemple de la voiture, il n'y a pas que le financement de la voiture qui compte pour nous dans nos calculs. On prend en compte l'essence, l'assurance et renouvellement de la vignette, le road tax comme on dit. S'il n'y a pas d'autres emprunts à côté. Exactement, exactement. Donc, exactement, si le client a des personnes sous sa charge, s'il y a d'autres dettes comme vous dites, donc tout un cash flow, on met ça bien, on détaille ça bien, et puis on fait le calcul ensemble avec le client, vous dire voilà. Et je vous conseillerais d'aller sur ce type de financement ou d'un montant quelconque, et parce qu'il y a plusieurs critères à prendre en considération. Quels sont ces critères pour qu'ils puissent comprendre si ils regardent la vidéo? Quels sont les critères? Parce que généralement, on va vous demander fiche de paye. Exactement. Aujourd'hui, un relevé de compte datant pas plus de 3 mois, pour un particulier, on regarde ces 3 dernières fiches de paye et les relevés de compte bancaire pour les 6 derniers mois. Donc, 3 dernières fiches de paie pour voir si les revenus sont constants ou il y a des changements par rapport à des overtime, etc. Et les relevés de compte bancaire pour voir comment ils utilisent l'argent. Ils utilisent l'argent, ils sont en train de vie aussi. Sur le relevé de bancaire, vous aurez tout. Donc, à partir de là, on va lui dire, OK, si vous prenez par exemple 500 000 roupies qui vous fait 10 000 roupies par mois, on va voir sur votre cash flow, est-ce que vous pouvez afford les 10 000 roupies par mois. Ça, c'est la première chose. Et puis, viendra tous les autres détails dont on a mentionné. Si c'est un véhicule, donc il faut provisionner pour l'assurance, pour l'essence, la maintenance, etc., dépendant du type de voiture. On prend tout ça en considération avant de dire oui. Donc, c'est ça que nous appelons un financement responsable. On ne peut pas dire oui par rapport à son taux d'endettement, par rapport à ses salaires, et on s'arrête là, oui, il peut payer, c'est bon. Non, il faut prendre en considération tous les autres Vous avez une éléments. boule de cristal, c'est-à-dire vous regardez un peu son avenir aussi, vous voyez si possiblement il peut avoir un petit peu d'argent en plus, et ça aussi, ça rentre en perspective. Écoutez, il y a souvent aussi, oui, parce qu'un financement se fait sur, allons dire, en moyenne 5 ans. On regarde aussi par rapport il y a le statut de du client au niveau de son travail. Lui-même va venir dire il y a des perspectives de promotion, etc., où il y a d'autres critères qui rentrent en jeu. Par exemple, s'ils ont des enfants qui terminent des études, donc vous avez des dépenses en moins pour l'avenir parce que les enfants vont commencer à travailler. On prend en considération quelquefois l'épouse aussi qui travaille, donc on met les deux salaires ensemble pour voir comment on peut aider le client. Donc il y a plusieurs éléments, mais c'est pas pareil pour tous les cas. Pour nous, chaque cas est unique. Donc, parce que chaque client a son train de vie, chaque client a son propre endettement, ses propres salaires, etc. Donc, chaque cas est unique et on donne des conseils par rapport au cas qu'on voit devant nous. Disons si apporte la voiture, qu'est-ce que vous financez pour les particuliers avant qu'on rentre un peu dans les Donc, pour les particuliers, on peut financer des matériels informatiques, comme des ordinateurs. Okay. On finance aussi des bateaux, on finance des moteurs de bateaux, tout ce qui est, comme on dit en anglais, movable, ce qu'on peut prendre et partir. Mais on ne finance pas des terrains, des maisons, non. Ça, on laisse ça au bord. Pourquoi c'est un marché plus difficile? C'est à plus long terme? Exactement, parce que c'est un financement qui se fait à plus long terme. Et nous faisons nos leasing, nos financements, contre des fixed deposits qui est en moyenne chez nous, qui reste chez nous en moyenne sur une période de 5 ans. C'est-à-dire des fixed deposits, c'est-à-dire? Donc, nous, pour l'argent qu'on prête aux clients, on les prend sous fixed deposit des clients déposants. On a des clients déposants qui mettent l'argent chez nous, qui placent de l'argent chez nous contre des intérêts, et nous avons des clients emprunteurs. Ok, d'accord. Voilà. Parce que je pensais que, comme vous m'avez dit ça, j'ai l'impression que la personne devait faire un fixe déposit de tel montant compte pour balancer non, c'est juste pour vous montrer d'où l'argent qu'on a available, d'où ça vient.
Quand on prête de l'argent, c'est pas gratuit. Donc, il y a un taux Exactement. d'intérêt. Est-ce que Exactement. c'est favorable à ceux qui veulent venir vers vous, comparé à ce qui se fait ailleurs, dans les banques, dans les autres institutions? Écoutez, le taux d'intérêt aujourd'hui, ce qu'on pratique est un peu ce que nos compétiteurs pratiquent aussi. On peut pas être loin du marché. Par contre, nous, ce que nous donnons à nos clients, c'est un service personnalisé et rapide. Okay. C'est ça l'atout de Spice, d'Axis et du service rapide, parce que c'est un mot, vous allez convenir avec moi, c'est tout le monde le dit ça. Est-ce que vous le faites? Parce que on te dit le service est personnalisé, oui, et rapide, mais parfois on voit que la rapidité, ben, quand on dit rapide, comme on avait mentionné dans notre conférence de presse récemment, quand on dit rapide, il faut vraiment que le dossier soit complet pour qu'on puisse prendre une décision rapide. Donc, il faut vraiment, par rapport à la liste des documents qu'on demande au client, qu'ils nous soumettent tous ces documents. Donc, on a un dossier complet devant nous et ça nous prend à peine 1 heure pour release un approval. Et l'argent est remis dans 3 jours, 2 jours, 1 jour, le même jour? Non, l'argent n'est pas remis directement au client dans le cas d'un financement sous leasing. L'argent et le financement, donc l'équivalent, est payé au fournisseur. Donc, présentation d'une cotation, d'un papier, d'un papier officiel. Comment ça se passe? Donc, le client nous donne... On prend le modèle, une voiture. Quelqu'un va chez un concessionnaire de voiture, voilà. Vous l'avez conseillé une seconde main, il va chez le concessionnaire qu'il veut, il prend une cotation avec tout ce qu'il faut, là il vous remet. Voilà. Il a l'argent ensuite. Donc, il n'a pas l'argent en main. C'est ça la différence. Donc, le client, il prend sa cotation, il vient me voir avec ses documents, je précise, complets, d'après la liste qu'on a soumise. Et il vient nous voir. Moi, je peux répondre dans un délai, nous pouvons répondre dans un délai d'1 heure. À partir de là, on lui donne ses conditions de financement. OK? On dit, voilà, votre dossier a été approuvé, voilà les conditions. Les taux d'intérêt, les frais, etc. Et on informe aussi le vendeur, le concessionnaire, que ce soit neuf, voiture neuve ou seconde main, dit voilà, il y a tel montant qui a été approuvé pour monsieur X, personne par litre. Et le client, lui, entre-temps, il doit aller faire, s'il est d'accord avec nos conditions, il va faire son dépôt, qui est la différence. Allons dire que la voiture est 500 000, on finance 300 000, le client va déposer 200 000 chez le concessionnaire ou chez nous. OK? Une fois que c'est fait, le concessionnaire nous envoie les documents de la voiture qui sont la facture finale et les billets de vente pour qu'on puisse avoir les détails de la voiture, couleur, numéro de châssis, numéro de moteur, capacité, etc. Et on fait le contrat à partir de là. Une fois que le contrat est signé, on signe les billets de vente pour que le concessionnaire puisse enregistrer la voiture et livrer la voiture. Quand vous dites le concessionnaire peut enregistrer ça, c'est sur le nom du client qui a emprunté ou bien sur le nom de Spice? Dans le cas d'un leasing, nous sommes propriétaires et le client est un locataire. OK? Donc, à la fin du contrat, ou s'il veut terminer son contrat avant maturité, et c'est là qu'il devient propriétaire. C'est un genre de lien, comme on dit dans le langage. Non, le lien, non, il y a une différence légale à ce niveau-là, et je tiens à préciser. Le lien, ça s'est fait au niveau de la banque. Le client est propriétaire et la banque met un lien sur la voiture. Tandis que nous, au niveau de la leasing, nous sommes propriétaires, le client est un locataire. OK? Donc, le mot leasing, c'est location. OK? Donc, après que le client ait soldé son compte chez nous, il devient propriétaire automatiquement, on fait des billets de vente et il met la voiture à son nom. Donc, il fait un transfert, il fait le transfert et au niveau légal, au niveau du registrar, ce transfert est exempté de frais. Parce qu'il a payé... il a déjà payé... Au départ, à l'achat du voiture, il a payé ses frais, mais à la fin, il est exempté, il ne paye pas les frais. Donc, ça, c'est... On a parlé un peu de voiture, c'est un peu compliqué. Mais vous avez un deuxième exemple, vous me dites le moteur de bateau, il n'y a pas ça. Comment ça se passe alors? C'est pareil, c'est le financement, il y a... La différence entre une voiture et les autres, alors, différence entre voiture et moto, c'est pareil, parce que ça demande un enregistrement. Et les autres, c'est que juste, il n'y a pas les billets de vente à signer. D'accord. Après la signature du contrat. Donc, pour tout ce qui n'est pas moto et voiture, OK, une fois que le contrat est signé et que le certificat d'assurance est soumis,
Donc le deal est complété, on peut payer au fournisseur. Donc si je prends un bateau, un moteur de bateau, je dois prendre une assurance à côté, c'est la question. Tout ce qu'on finance sous leasing doit être couvert par une assurance. C'est une assurance. C'est le client qui prend. C'est le client. Vous n'imposez pas Non, une assurance. Le client est libre de choisir son assurance. Mais bien sûr que ça doit être une assurance tout risque et qui doit être minimum pour la valeur du bien financé. C'est-à-dire, si vous achetez une voiture excusez-moi, si vous achetez une voiture à 500 000 roupies, même si vous prenez 300 000 roupies d'emprunt, il faut assurer la voiture pour 500 000 roupies. D'accord. Oui, pour la voiture, c'est un peu pour le moteur du bateau. Pareil. C'est-à-dire, si je prends un moteur de bateau qui coûte 100 000 roupies, il faut l'assurer pour 100 000 roupies. J'ai un emprunt de 80 000 roupies. Donc, je dois assurer un petit peu plus aussi, peut-être 120 000 roupies. Non, écoutez, c'est pas obligatoire que ce soit vraiment la somme assurée, le montant si vous avez payé, si vous avez payé le moteur 100 000 roupies et que vous avez un discount de 20 000 roupies, qu'effectivement, la valeur de ce moteur est de 120 000 roupies. Il faut l'assurer pour 120 000 roupies. Donc, pour ce que le moteur vaut. Parce que souvent, vous avez des voitures. Vous pouvez avoir un super deal chez un concessionnaire ou un moteur de bateau ou whatever bien. Mais l'assurance, c'est sur votre nom ou bien sur le nom du propriétaire? Parce que légalement, le propriétaire, c'est vous. Donc, comment c'est libellé légalement sur la facture? C'est écrit Spice Finance Limited on lease to Mr. X. Et l'assurance est fait pareil. Spice Finance Limited on lease to Mr. X. Donc, pendant la durée du lease, le bien, le propriétaire de ce bien est Spice Finance Limited on lease to, qui vous indique que Spice Finance Limited est le propriétaire, on lease to veut dire que c'est en location au client. Donc, quand il y a un souci au niveau de l'assurance revient automatiquement vers nous s'il y a un deal à faire ou un total. Étant donné que c'est le client qui paye, généralement, quand on dégraisse parce que le moteur du bateau, il vaut 100 000 cette année-ci. Ouais. Avec la dépréciation, il y a un terme un peu technique dans le monde financier. Est-ce que la personne a la possibilité, disons, il pense que le moteur du bateau est 100 000, c'est venu 80 000 parce qu'il y a l'utilisation. Il peut dégraisser l'assurance? Non, mais définitivement, parce qu'après la première année, le bien subit une dépréciation. Donc, il faut assurer après la dépréciation. Mais bien sûr, on dit bien dans nos contrats, à tout moment, il ne faut pas que le montant de l'assurance soit inférieur au capital dû, au montant dû chez nous. D'accord, ça veut dire là vous travaillez avec l'assurance pour dire bon, il ne faut pas dépasser, il ne faut pas 100 000 arriver à 75 000 alors qu'il doit 80 000 au niveau du capital. Exactement. C'est un peu ça. Ça c'est la responsabilité du client aussi, parce que tous les clients ont un plan d'amortissement attaché avec son contrat. Donc ils peuvent savoir tous les mois, après avoir payé tous les mois, combien il reste. C'est-à-dire capital d'un côté et intérêt de l'autre. Exactement. Dans votre contrat, vous allez voir à la dernière page, tous les mois, vous pouvez suivre comment votre capital diminue. Donc, tout est transparent. On va sauter le pas, on va aller un peu dans le monde des entreprises. Comment ça se passe pour un entrepreneur, une entreprise? On ne va pas prendre le cas particulier d'un entrepreneur. Pour les entreprises, ils viennent vous voir, ils ont besoin d'une belle, grosse machine, ils veulent développer.
Comment ça se fait? Donc, tout comme pour les particuliers, les entreprises ont aussi, on a aussi une liste de documents spécifiques aux entreprises ou aux entrepreneurs. Donc, ils doivent nous soumettre ces documents. Et à partir de là, on fait l'analyse, pareil. Bon, c'est pas la même analyse qu'un particulier, mais analyse au niveau de l'entreprise, le secteur d'activité, son bilan, son cash flow et tout. Et à partir de là, on peut lui dire. C'est carrément un business plan que vous demandez là. Le business plan. C'est un genre de non, le business plan. Donc, c'est différent. Le business plan, on le demande pour un start-up. Quel est votre plan? Quels sont vos forecasts quand vous démarrez? Une entreprise qui existe déjà, on va voir son bilan. Dans des cas spécifiques, on peut demander un forecast, un business plan où on n'est pas trop confortable par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui. À ce moment, on va lui dire, mais tu nous demandes un équipement pour augmenter ta production, mais montre-moi comment ta production va augmenter. Donc là, on lui demande un feasibility study, un business plan, etc. Donc ça, si vraiment on n'est pas confortable par rapport aux chiffres qu'on voit, qui ont été soumis au jour de la demande. Pour les entreprises, qu'est-ce que vous financez comme ça? On finance des voitures, des voitures utilitaires, des équipements industriels, des équipements informatiques, des meubles de bureau, dépendant du secteur, dans quel secteur l'entreprise. Est-ce que le plancher entre le particulier et l'entreprise, c'est le même ou bien c'est un peu plus haut? Non, c'est différent. C'est différent complètement. Ça doit être différent. C'est différent complètement. On ne parle pas définitivement de la même chose. C'est-à-dire C'est un type... Non, vous avez le particulier qui a un salaire fixe et des dépenses fixes, etc. Et puis de l'autre côté, vous avez une entreprise qui gère des turnovers, que ce soit petite entreprise ou grande entreprise, avec des dépenses qui consistent au salaire, aux locations de bâtiments, plein de charges que le particulier n'a pas. Donc l'analyse est vraiment différente. Est-ce que vous prenez des collatérales? C'est-à-dire que vous prenez pour les entreprises? Ça arrive parce que souvent vous êtes appelé à financer des équipements spécifiques. Oui. Donc, ou possiblement, si cette entreprise est la seule entreprise à fabriquer quelque chose de particulier, disons à Maurice, et définitivement l'équipement qu'il va demander, et il n'y a pas d'autre entreprise qui va utiliser le même équipement. Donc, le risque pour nous, c'est qu'il n'y a pas de revente. Si demain, on dit worst case scénario, on doit reprendre cet équipement, mais je n'ai pas de revente. Définitivement, pour parer à ce risque-là, je demande une garantie supplémentaire. C'est-à-dire? Qui peut être n'importe quoi, la garantie personnelle du directeur, de l'actionnaire, ou s'ils ont de l'argent de côté qu'ils ne veulent pas utiliser, mettre ça en dépôt chez nous, comme on dit, un cash collatéral dans notre jargon. Il y a plein d'autres garanties, où ils peuvent nous donner un floating charge sur les biens de la compagnie. Et ça dépend. Il faut analyser le dossier. Nous, à ce moment, on vient avec nos propositions. Vous avez dit tout à l'heure que vous approuvez les dossiers à une étape. Je pense qu'une entreprise, ça ne veut pas se faire à une étape. Parce qu'il y a une étape aussi. Oui, vous avez des dossiers qui sont straightforward. Vous avez des dossiers qui sont straightforward et qu'on peut le faire en une heure. Est-ce que ça touche les PME, les grosses entreprises aussi? Tout. Comme je vous dis, si l'analyse au niveau de la leasing, c'est pas compliqué. Donc, mais le plus important, c'est d'avoir tous les éléments devant nous. Si on a tous les documents qu'on a demandés au client, et il n'y a pas de raison qu'on ne respecte pas les 1 heure qu'on a promis au départ. Maintenant, excusez-moi, il y a des cas, comme je vous dis plutôt, il y a des cas qui sont un peu plus compliqués et qui demandent encore plus de questions au client quand on voit les documents. Peut-être à ce moment-là, il y a des documents supplémentaires qu'on doit demander au client. Donc définitivement, ça va prendre plus d'1 heure. Mais c'est assez rare. Mais il faut vraiment que le client aussi joue le jeu et qu'il nous donne tous les documents demandés. C'est ça votre force en Spice? C'est ça votre Nous force? avons aussi, donc la rapidité d'exécution est une chose. Nous avons aussi une superbe équipe de chargés de clientèle, de relationship manager comme on dit,
qui sillonnent l'île, qui sont à la disposition de clients. Il n'y a pas tous les clients qui sont disponibles et qui ont le temps de venir pour lui, surtout comme vous voyez, nous sommes au Codan, pour venir faire vos démarches, leur démarche. Nous allons vers les clients. Donc aujourd'hui, ce matin même, j'ai 3 clients exécutifs qui sont à travers l'île, et surtout juste après le motor show du week-end dernier, week-end d'avant, et qui partent récupérer des documents, qui vont faire signer les contrats. C'est un service personnalisé finalement qu'on donne aux clients. Qui vous permet aussi de voir de visu votre client dans son entourage, au lieu d'être reçu ici en train de... Vous êtes un peu plus attentif aux détails que vous n'avez pas quand vous êtes dans un bureau. Il y a des clients pour lesquels on exige nous-mêmes d'aller sur place. C'est pas parce qu'on en a des doutes, c'est que juste pour voir, ça fait partie de notre KYC, comme on dit, de voir, quelquefois vous avez des adresses qui sont vagues, route royale pour lui. Oui, mais c'est une rue qui peut faire 3-4 km. Donc, même sur la facture qu'on demande pour la preuve d'adresse, vous n'avez pas trop de détails. Donc, on préfère aller sur place juste pour voir où le client habite, où il travaille, ou peut-être visiter une entreprise. Ça nous permet de visiter une entreprise et de vérifier aussi les dires du client. Ça apporte un plus, ça? Est-ce que ça apporte un plus? Ah oui. Mais le client se sent aussi valorisé quand vous vous déplacez chez lui. Parce que on montre au client qu'il est important pour nous, que ce client-là est important pour nous, et que nous faisons les démarches pour venir chez lui, que ce soit à son travail, à sa maison. Et il n'y a pas d'heure, hein? Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de jour. On peut le faire au week-end, après les heures. La plupart des clients aiment la confidentialité aussi. Donc, ils préfèrent faire un deal chez eux. Il y a aussi des personnes qui veulent mettre la famille in the picture. Donc, quand on va faire signer un contrat, quelquefois, il y a la famille qui est là, l'épouse ou l'enfant, l'adolescent, qui veut comprendre dans quel type de contrat le papa est en train de signer. Donc, il nous arrive souvent d'expliquer à la famille aussi le produit, les termes du contrat. À Maurice, l'épine dorsale, vu que ce soit les entreprises, il y a beaucoup de micros. Moi, je suis un micro. Qu'est-ce que vous avez comme service pour les micros? C'est-à-dire ceux qui ont simplement un BRN, qui sont en train de tracer, comme on dit à l'île Maurice. Non, écoutez, une fois que, tu dois être légalisé aussi. On dit tracer, oui, mais vous avez les papiers qu'il faut, le permis qu'il faut. Mais nous sommes sollicités souvent par ce type de clients, par ces micro-entreprises, les PME, pour acheter une caméra et des ordinateurs, des outils de production. Nous sommes là pour les aider, tout comme les grandes entreprises aussi. Hein. Donc la procédure est pareille, mais ils n'auront pas de floating charge. Vous n'allez pas mettre un bâtiment qui n'existe pas. Comme je vous dis, ça dépend du risque qu'on prend après l'analyse du dossier et de ce que la personne nous demande de financer. Vous voyez, quelle est la participation du client, à quelle hauteur on participe dans le financement, et aussi finalement le risque. Quel est le risque qu'on est en train de prendre chez le client, et d'après les documents que le client va soumettre, est-ce que c'est un dossier qui tient la route ou non? Quand vous dites un financement, c'est-à-dire que si moi, disons, la caméra que vous avez devant vous, elle coûte 50 000 roupies, je viens voir une personne de votre équipe, du service de clientèle. Alors, comment ça va se passer pour que les personnes, que moi aussi je puisse comprendre, et les personnes, je viens, j'ai cotation, j'ai tous les papiers, j'ai BRN, j'ai tout ce qu'il me faut. Et s'il faut que j'investisse moi aussi dans l'appareil, ça veut dire que je vous donne tous les 70 000 euros, et moi je vous rembourse. Généralement, on demande aux clients un minimum de participation qui est à peu près de 15%. 15%, c'est quoi? C'est l'équivalent de la TVA dans le prix. OK? Bon, il y a beaucoup de petites entreprises, les grandes entreprises aussi qui sont enregistrées au niveau de la TVA. Ouais. Donc, on vous demande de faire cet apport, mais c'est un montant que vous allez récupérer quand vous allez faire vos returns après. Donc, pourquoi aussi on demande un minimum de dépôt qui est la TVA? Parce que nous, on doit toujours voir le côté worst case scénario. Demain, quand l'appareil est chez nous, qu'on doit revendre, comme nous sommes enregistrés à la TVA, nous aussi, il faut remettre la TVA pour pouvoir vendre. Donc, on va émettre une facture de TVA.
Donc, si je finance 100% et que demain je dois revendre un équipement, mais je ne pourrai jamais le revendre à plus cher que ce que ça a coûté. Parce que je dois remettre la TVA sur le prix pour revendre. Donc, c'est une des raisons pourquoi on demande que le minimum de dépôt sur la TVA. Donc, vous êtes Spice est sur le marché depuis, on pourrait dire, quelques 14 jours, 15 jours. Alors, on a changé de nom depuis le 2 août, voilà, donc, plus précisément. Comment le public, ceux qui cherchent les finances, ont vu, bon, vous avez expliqué que l'équipe est toujours pareille, mais au niveau de l'image, de ça, comment ça a été? Vous avez secoué un peu vos clients actuels? Parce que vous avez parlé de 3500 clients que vous avez. On a 7500 clients actifs dans le livre aujourd'hui. C'est vrai qu'on a changé de nom, on a eu beaucoup d'appels, beaucoup de visites aussi. Et il y a des clients qui voulaient savoir un peu plus. Donc on a expliqué, comme je l'ai expliqué plus tôt. Mais ça nous a permis aussi d'avoir pas mal, nous avons été sollicités, nous le sommes encore, par de nouveaux clients. Pas de nouveaux clients qui voulaient savoir Spice Finance, vous financez quoi, etc. On vous a vu, on a fait une conférence de presse, on était au Motor Show, est-ce qu'on fait que des voitures, etc. Et par rapport au rebranding, on était dans les journaux, sur les billboards, etc. Donc c'est vrai, ça a secoué un peu le... Vous avez besoin de rassurer vos 7500 clients actifs. Parce qu'ils ont changé de nom, tout à coup, ils pensent que tout change. Oui, c'est rassurer et autre chose aussi, leur donner plus aussi de confort, c'est que nous sommes toujours là. Ce n'est qu'un rebranding. Nous formons toujours partie du groupe Axis à 100%. L'actionnariat n'a pas changé, le personnel est le même. D'ailleurs, nous avons un personnel qui est le staff turnover. Le personnel est là depuis des années, le même personnel. Donc, les clients sont rassurants et c'est un peu normal qu'ils nous posent des questions. Les nouveaux, ils prennent ça comment, hein, vos nouveaux clients? Est-ce que vous êtes satisfait de l'approche de l'équipe et du response que vous avez des nouveaux clients? Ah oui, définitivement. Nous sommes plus que rapides du response et nous avons eu pas mal de nouveaux clients par rapport à ça. Et ça coïncidait aussi avec le Motor Show, comme je vous ai dit plus tôt, et qui nous a fait avoir pas mal de clients. On a à peu près, que pour le Motor Show, dans les environs de 200 clients potentiels, que pour un week-end. Et nous travaillons déjà sur les dossiers. Beaucoup de dossiers, parmi presque 50%, ont déjà été approuvés. Donc il vous reste 100 dossiers, si j'ai exactement, mais ça, ce sont des dossiers en attente de documents ou d'autres procédures pour pouvoir compléter le dossier. Comment vous voyez Spice dans 5 ans? On ne va pas mettre 5 ans en 2020. Comment vous voyez Spice dans 3 ans? Spice va s'appeler à grossir. On va continuer à grossir, à grandir. D'ailleurs, juste pour revenir sur l'historique, 2008-2007, de 6 personnes à aujourd'hui 30 personnes. Aujourd'hui, avec un bilan financier qui fait 3 milliards d'euros. Donc, on espère, moi je suis sûr, en tant que Business Development Manager, de pouvoir, avec tout le personnel, emmener Spice Finance, ça devient encore plus gros. Donc, changement au niveau de la stratégie aussi, peut-être? Bien sûr, au niveau de marketing, on reste toujours près du marché, près du client, et on est toujours aux aguets et on est sur la moindre opportunité qu'il y a pour placer peut-être d'autres produits et pour avoir de nouveaux clients. Et comme je vous ai dit, nous avons une équipe jeune et dynamique, donc bien positionnée aujourd'hui dans ce secteur pour mieux faire encore. Patrick, c'est bon, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. You can teach me how to sing and dance, when to laugh and when to cry. You can teach me how to solve for X. You can show me a shooting star. You can teach me how to hope and dream, how to ride a bike, then to
drive a car. You can teach me how to achieve my goals. You can show me how to say goodbye. You can teach me how to grow and learn. But did you know I could learn to save a life?